Alors, il s'agit de Mir Abolfazl Mostafavi, qui est professeur au département des sciences géomatiques de l'Université Laval. Alors, il va nous amener sur le terrain de la conception de technologies géospatiales pour une mobilité inclusive. Mir, donc, je le disais, professeur au département de géomatique, chercheur régulier, entre autres au CRDIG, entre autres au CIRIS. Il est également actuellement président de l'Association canadienne de sciences géomatiques et l'éditeur en chef du journal Geomatica, du moins il l'a été jusqu'en 2022. Son expertise est plus spécifiquement dans le domaine de l'acquisition, de la structuration, d'analyse et de la visualisation de données géospatiales avec des intérêts de recherche qui portent entre autres sur la conception et le développement de nouvelles méthodes, procédés et technologies géospatiales pour répondre aux enjeux complexes en lien avec le développement de villes et mobilité intelligente, inclusive et durable. Alors, je vais en ajouter un peu, puisque l'installation n'est pas complétée, simplement pour mentionner qu'il co-dirige un groupe de travail international sur les jumeaux numériques pour la mobilité et navigation urbaine dans le cadre de la Société internationale de photogrammétrie et de télédétection et de l'information géographique. Alors, Mir Abolfazl Mostafavi. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents à cette présentation-là. Merci pour les organisateurs d'avoir me sollicité pour parler de mes travaux ici. C'est ça, aujourd'hui je veux vous parler un petit peu des activités de recherche qu'on fait. Évidemment, comme Yves aussi a bien dit, ces travaux-là, ce ne sont pas juste mes travaux. Il y a une grande équipe de chercheurs, de collaborateurs et surtout des étudiants qui sont présents ici aujourd'hui et que je vais les nommer plutôt quand je vais arriver aux bonnes places dans mes présentations, là, certains d'entre eux. Donc, ces travaux-là sont commencés avec le fait que je me suis joint au centre de recherche en réadaptation et intégration sociale il y a plus de 10 ans. Donc, ça nous a amené par intérêt que j'avais spécifiquement, c'est ce que je voyais aussi, certains de mes collègues faisaient, comment avec la géomatique on peut aider des gens, des personnes, des vraies personnes dans notre société et développer de quoi qui sert à leur bien. Donc c'est dans ce sens que ces activités-là sont définies. Si on regarde évidemment chacun dans notre famille, de proche et de loin, on connaît des gens, des personnes, soit des personnes âgées, nos parents, ou des personnes avec des incapacités. Il y a une présence et ça nous affecte tous en quelque sorte quand on fait des activités, que ce soit des activités de quotidien ou loisirs ou éducation, aller au travail, donc tout ça. Donc juste pour vous donner une idée, là, dans le monde, il y a plus de 1 milliard de personnes qui sont touchées directement par ça et évidemment en ajoutant les familles, on va avoir presque tout le monde finalement. Au Canada, on parle de 6 200 000. Évidemment, il y a des handicaps ou des déficiences que ça se voit. Évidemment, peut-être en voyant, nous, on est plus sensibles. Dans d'autres cas, on ne les voit pas. Donc, c'est là aussi que ça devient plus difficile à être plus sensible au cas ou aux besoins de ces personnes-là. Dans le projet, quand on a commencé, pour simplifier, évidemment, les personnes en chaise roulante, ça nous intéressait plus particulièrement dans leur mobilité. Donc, quand on parle de problématiques de mobilité, en fait, que ce soit l'environnement ou que ce soit la technologie, souvent on oublie ces gens-là. C'est-à-dire comment on utilise, nous avons notre iPhone sans bouton, comment une personne non-voyante utilise ça. Donc, c'est sûr que ce genre de questions, soit l'accessibilité de l'environnement ou soit l'accessibilité de la technologie se pose. Je vais vous présenter une partie d'une vidéo qu'on a fait l'année passée pour vous mettre un peu dans le contexte. Aujourd'hui, on est à Québec, dans le quartier Saint-Roch, en basse-ville de Québec. Moi, c'est Sébastien Dion, j'ai 43 ans. Je suis né avec une paralysie cérébrale. À l'extérieur, en tout cas, il faut tout motoriser. Environ 50% des commerces qui ne sont pas accessibles. Puis moi, vu que je suis en voiture motorisée, ça ne me prend pas grand-chose pour que ça devienne inaccessible. Là. Il s'agit seulement d'une marche là, pour se dire que je ne peux pas rentrer. Là.
Contrairement à peut-être une personne à côté manuel que lui, une marche peut peut-être gérer ça. Ou se faire aider pour monter. Moi, même une marche, c'est pas possible. Nous rencontrons Mirabol Fazil Mostafavi, professeur titulaire au département des sciences géomatiques. Aujourd'hui, on est sur le camp. Je vais prendre moi-même, je vais vous en parler un peu. La vidéo est là. Donc là, on entre un peu dans le contexte où on dit, avec l'avancement technologique, l'avancement de ce qu'on fait en géomatique plus particulièrement, évidemment, on est dans un contexte qu'on peut fournir, que ce soit de la technologie, que ce soit de l'information qui peut aider ces gens-là dans leur activité quotidienne, supposons tout simplement d'aller sortir sur le trottoir, comment on peut optimiser leur sortie et leur déplacement en utilisant, c'est ce qu'on fait comme des outils d'aide à la décision ou d'aide technique dans le terme qu'eux utilisent. Donc c'est sûr que quand on parle de villes connectées ou de villes intelligentes, que ce soit avec une perspective technologique ou que ce soit plutôt par une perspective où on parle d'un environnement qui offre le meilleur, disons, lieu d'application pour nous. Donc c'est là que nous, on intervient. Il y a une loi, avant évidemment on en parlait sans qu'il y ait une obligation, supposons pour les autorités d'adapter les villes. Maintenant, depuis 2019 au Canada, il y a une loi qui s'est adaptée et que chaque ville, que ce soit petite de grande taille, doivent démontrer chaque année qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment concrètement sur le terrain pour adapter leur environnement afin que ça soit plus accessible et plus inclusif pour le monde. Je parlais plus spécifiquement avec une personne, là, il disait, en chaise roulante, il disait « Mire, j'aimerais aller manger comme vous dans l'endroit que je veux, pas que quelques marches décident pour moi, donc là, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, donc finalement, je me trouve dans un endroit où j'aime pas trop manger. » Donc, là, on parle de mobilité, mais l'accessibilité, c'est beaucoup plus large. On parle d'emploi, on parle d'environnement bâti, évidemment, dans le sens de déplacement aussi. Mais ça pourrait nous amener au niveau de technologie et tout ça. C'est dans cette perspective-là qu'il y a 2-3 ans que j'avais proposé un laboratoire financé par FCI, Fondation canadienne pour l'innovation. Donc, il y a des équipements qui ont fait de la démonstration en fait, dans nos kiosques. L'idée, c'était de vraiment munir l'environnement avec des différents capteurs pour mieux aider ces personnes-là dans leur déplacement. Ici, vous avez juste un certain nombre d'équipements que, supposons, un groupe d'étudiants en génie géomatique et aussi en collaboration avec mes étudiants. Là, on travaille en placement des capteurs pour permettre le déplacement à l'intérieur où le GPS n'est pas disponible, ou mes étudiants qui vont faire aussi la démonstration avec des lunettes de suivi oculaire pour savoir comment, qu'est-ce qu'on regarde et avec quoi on interagit pendant notre mobilité, qu'est-ce que ça attire notre attention plus dans l'environnement. Donc là, je vous amène sur une application qu'on a développée et qui est toujours en développement dans un sens, il y a plusieurs volets qu'on ajoute depuis quelques années, pour vraiment avoir quelque chose de personnalisé, que les gens puissent dire, ok, voici ma capacité et voici, disons, qu'on offre un cheminement plutôt adapté à une chaise roulante, une personne non-voyante. C'est sûr qu'on n'est pas allé dans toutes les types de déficiences, mais de plus en plus on développe. Donc là, l'objectif de Mobilistic, c'est vraiment autant adapter l'environnement et développer des technologies d'aide à la navigation. Tout ça, ça se base, je vais vous enseigner ici ce modèle-là. C'est que c'est un modèle de développement humain dans son environnement et c'est tout simple, mais en même temps très riche. On a les facteurs environnementaux et les facteurs personnels et environnementaux. Et chacun d'entre nous, que ce soit avec déficience ou non, on est capable de faire quelque chose, mais cette réalisation d'une activité qu'on appelle ça une habitude de vie,
c'est le résultat des interactions de ces facteurs-là. Donc, que ce soit une personne apte ou non, finalement, c'est ça que, c'est-à-dire c'est le résultat des interactions de ces deux facteurs-là, groupe de facteurs qui nous permet de réaliser. Et ça, n'importe quelle habitude de vie, le déplacement, manger, aller voir quelque chose, donc tout ça, c'est inclus dedans. Donc c'est dans cette perspective-là qu'on s'est posé la question, comment on peut développer quelque chose qui est adapté à une capacité d'une personne en fonction de ses déficiences. Vu qu'on parlait de mobilité, évidemment, les enjeux sont très grands. Des choses qui bougent dans l'environnement et des choses qui est fixe comme le trottoir qu'on fait, on fait la réflexion et que tout est trop, mais qu'après le printemps prochain, tout est défait. Donc là, il y a la partie, je dirais, dynamique ou la partie statique. La partie statique, évidemment, pour commencer, c'est plus facile. Donc ça nous met dans un enjeu où aujourd'hui on parle de jumeaux numériques pour dire que finalement tout bouge dans l'environnement et comment je peux amener l'information pour aider aux gens au niveau de leur déplacement, que je les informe avec tout ce qui se passe vraiment en temps réel dans l'environnement. Mais c'est sûr, ça c'est la partie beaucoup plus complexe, mais on commencerait avec la partie statique. Donc la partie statique, juste pour vous donner une idée, là l'image à droite, c'est le quartier Saint-Roch. Il y avait des étudiants, pas nécessairement des géomaticiens, sont allés un peu, ils avaient les normes dans une main et les notes dans l'autre pour dire quels sont les éléments dans l'environnement qui ne sont pas en accord avec les standards d'accessibilité. Juste pour ce quartier-là, ils ont recensé 5000 éléments qui pourraient être améliorés. Donc c'est dans ce sens qu'on pourrait, évidemment, ce quartier-là, c'est pas trop, disons en termes de topographie, là c'est quand même plein, mais si on va ailleurs, évidemment, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Donc les sources de données pour ce genre d'application, c'est multiple. Donc on parle depuis plusieurs années des données ouvertes, mais des données ouvertes des villes, souvent, en tant que géomaticien, on ne s'est jamais intéressé d'aller cartographier des marches devant les restaurants. Donc aucune carte à cette information-là. Donc c'est tout simple. Donc c'est un domaine où si on veut vraiment offrir des détails, de services, il faut aller beaucoup plus en détail. Juste pour vous dire que j'avais une visite d'une personne en chaise roulante chez nous au Caso. Donc évidemment, déjà, on se perd. Mais pour dire qu'on a des portes qu'il faut tourner. Et la personne avec des petites déficiences, là, il arrive à la porte, il ne peut pas ouvrir même la porte. Donc pour dire que si on veut renseigner des gens, pour dire que je suis une personne autonome en chaise roulante, je vais aller voir Francis Roy dans son bureau, est-ce que je serai capable? Donc on peut aller vraiment beaucoup en détail en termes d'informations géospatiales, géolocalisées pour aider ces gens. Donc oui, on commence par des données ouvertes vides, Véronique, mais par contre on n'a pas grand-chose en termes de détails, c'est sûr, il faut ajouter des couches. Des données LIDAR, c'est sûr qu'on en parle beaucoup. Il y a des enjeux, évidemment, les détails, on peut en avoir, mais sauf les enjeux de traitement, c'est énorme. Évidemment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, automatisation. Il y en a plusieurs de mes étudiants qui sont là, qui s'y touchent actuellement. Mais vraiment, dans ce genre d'application, c'est ce qu'on voit à travers le monde que les gens sont intéressés. Là, il y a souvent soit un petit quartier qui est travaillé pour démontrer qu'est-ce qu'on peut faire, mais jamais, presque jamais, il n'y a pas des villes entières dans lesquelles on offre des informations d'accessibilité parce que justement ça prend beaucoup de travail, beaucoup de données, beaucoup de traitements et beaucoup de mises à jour. Donc c'est l'enjeu des géomaticiens et qu'on aime ça, mais bon. Donc là, c'est là qu'on touche un peu à l'intelligence artificielle, comme je disais plus spécifiquement, Ali Ahmadi
Mehdad et Sarah Godben, qui sont dans leur maîtrise ou doctorat, qui touchent actuellement pour segmenter, pour finalement détecter des données particulières comme un rang d'accès ou la qualité d'un trottoir, finalement, d'aller à ce niveau-là et ensuite venir faire disons, le traitement de données dans le sens d'information d'accessibilité sur les lieux. Mais plus récemment, on s'est intéressé beaucoup aux aspects dynamiques. Évidemment, il y a un projet qui se développe en parallèle là, au niveau de mobilité dans des conditions hivernales à Québec. Donc, ce n'est pas juste la neige, c'est le manque de lumière, c'est vraiment cette variation entre la glace, la neige et la pluie bientôt en janvier. Donc là, ça nous amène évidemment des enjeux vraiment importants à ce niveau-là. C'est sûr que les capteurs, c'en est une solution pour avoir un œil dans l'environnement. On avait un projet, on parlait d'intersection, de trottoir intelligent, mais c'est sûr que c'est juste un ensemble de capteurs qu'on avait pour un poteau intelligent qu'on appelait il y a 5 ans et ça coûtait à peu près 20 000 $. Donc imaginez si on voulait faire ça à chaque intersection, ce n'est pas possible. Donc c'est sûr que maintenant on parle de miniaturisation des capteurs et comment on peut vraiment en avoir non seulement, enfin finalement partout, mais finalement il faut toujours, ça va prendre le complément d'information. Là, c'est sûr que celle-là c'était un jeu de capteurs assez complet en termes d'images, en termes des mesures sur le chaussée pour savoir s'il y a la glace, les mesures de la température de l'air. Et aussi, on voulait voir est-ce que les gens vraiment se déplacent sur le trottoir. Et on a remarqué que c'était plutôt, des fois, ils s'essayaient sur le chaussée, dans le sens dans la rue, plutôt que sur le trottoir, parce que c'était beaucoup plus dangereux sur le trottoir. Donc là, évidemment, ça amène d'autres enjeux. Human as a sensor ou des personnes comme des capteurs, c'est sûr que cet aspect-là pour des données temporelles, ça aide beaucoup et on en bénéficie avec le OSM et les données que les gens partout dans le monde peuvent contribuer. Ça, c'est partie environnement. Tout à l'heure, on a parlé des facteurs personnels et les facteurs environnement. Pour les facteurs personnels, on veut savoir, moi, en tant que personne, supposons, comment je me repère dans l'espace. Qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que j'utilise comme des repères pour me déplacer, pour mémoriser aussi le trajet, parce qu'en utilisant le GPS, vous savez, quand on est très dépendant, on n'apprend rien. Et évidemment, des efforts qu'on fait pour savoir comment on apprend notre environnement, mais en même temps, faire une distinction entre une personne en chaise roulante qui regarde devant lui tout le temps, par rapport à nous, comment son développement des capacités qu'il a en termes d'apprendre son environnement et de faire sa navigation, comment ça peut être différent. Donc pour ça, il y a une technologie qu'on a dans le laboratoire qui s'appelle des lunettes de suivi oculaire. Donc c'est Sanaz Azimi qui est présent ici, qui utilise ça. Et que je sonne. Oh, je sonne. Donc là, ça vous montre un petit peu la personne, qu'est-ce qu'il regarde pendant qu'il navigue. Et vous voyez, là, en fait, l'attention est tirée beaucoup sur les bordures de trottoir et de temps en temps, quand il y a vraiment des éléments plus spécifiques à regarder. Donc ça montre vraiment que, en termes d'attention, c'est comment ça peut être vraiment important de regarder ce qui est plutôt en lien avec la navigation, le déplacement de la chaise, que pour nous, peut-être que ce n'est pas un enjeu. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence de déplacement pour ces gens-là. Donc on essaie d'apprendre aussi avec ce genre de données, parce que la recherche, disons, traditionnelle dans ce domaine-là, c'est plus avec des questionnaires, des gens disent quelque chose, mais sauf on voulait avoir des données factuelles pour comprendre ça. Donc là, c'est des choses qu'on ajoute dans les technologies qu'on a dans notre laboratoire. Et ça,
C'est sûr qu'au niveau de géolocalisation de ce genre d'activité, donc encore on touche à disons, comment on interprète finalement le regard en termes d'objet, parce que là c'est le mouvement des yeux, mais qu'est-ce qu'on regarde qui est important. Donc là ça nous amène pour dire comment on personnalise ça. Vous voyez, supposons que ça c'est un ensemble de questions. Dans certaines études, il y a 60 questions. On disait pour configurer une application avec 60 questions, c'était trop. Donc là, on a priorisé certaines questions qu'on pose et on ne va pas aller dans le détail de c'est quoi le type de déficience de la personne, mais dans l'ensemble, c'est quoi l'évaluation de la personne de soi-même. Donc là, on parle de niveau de confiance. Donc, je suis confiant d'aller dans telle valeur de pente avec ma chaise roulante. Donc là, la personne va donner un certain pourcentage et ça reste là jusqu'à ce que nos conditions personnelles changent. On peut vieillir ou on peut être, pour certains temps, disons, avec déficience. Et là, il faut le reconfigurer. Mais ça nous mène à un point, là, je ne sais pas si vous avez marché sur le trottoir, c'est sûr que pour nous c'est un petit peu moins dangereux. Il y a 2 semaines, j'étais allé voir mon professeur de doctorat et qu'il est actuellement malheureusement en chaise roulante. Et sa conjointe, elle disait que quand je pousse la chaise roulante sur un trottoir où la pente transversale est un petit peu trop forte, et là évidemment, la chaise de tourner, elle est dans la rue tout le temps. Donc là, imaginez d'ici jusqu'à 500 mètres, là, de pousser quelqu'un comme ça, c'est pas évident. Donc là, pour dire que ça nous amène des défis géométriques aussi de mesure. Disons, des résolutions d'1 mètre et même d'une image, c'est pas suffisant pour extraire une information sur la pente transversale d'un trottoir. Donc là, c'est pour ça que ça nous amène vraiment à des mesures beaucoup précises qu'auparavant, peut-être on n'avait pas besoin. La neige, c'est toujours une problématique, même si quand il y a le déneigement qui se fait, et que je ne sais pas si vous avez remarqué dans des intersections, souvent il faut sauter, même si c'est disons, nettoyé, mais donc pour ces gens-là, c'est déjà une barrière qu'on ne peut pas traverser l'intersection. Donc pour dire qu'on essaie de capter ces informations-là et combiner avec l'information de l'environnement, donc là ça nous fait justement cette interaction-là, pour dire que ok, pour moi c'est possible d'aller tel chemin et pour nous c'est pas possible. Ici vous avez évidemment encore c'est le chemin le plus court, mais on essaie d'offrir le chemin, disons, plutôt le plus accessible. Donc les tronçons que vous voyez en rouge, c'est sûr que c'est pas praticable pour une personne. Donc là, l'application est personnalisée dans ce sens. Là, on est en développement de modules aussi navigation. Pour cette partie-là, il y a plusieurs encore étudiants qui ont contribué. Il y en a une plus spécifiquement qui est en salle, Angélique Montuey. Oui, elle est là, et aussi Ayman, et d'autres étudiants en fait, qui ont travaillé aussi là-dessus. Mohamed Bahloul, donc on a travaillé avec RTC. Donc là, une des barrières qu'on rencontre, c'est de dire, est-ce que, comme tout le monde, je peux aller prendre le bus dans chaque arrêt de bus qu'on a? Non. À Québec, il y en a 5000 arrêts, il y a 500 ou 400 qui sont, pour l'instant, certifiés accessibles. En plus, cette certification-là, c'est plus accessibilité universelle. Ça veut dire qu'il peut y avoir des pas qui ne peuvent pas monter. Et aussi des arrêts où, si vous êtes en bus, vous n'avez pas le droit, en fait, le chauffeur n'a pas le droit de faire descendre parce que la personne, on juge qu'il ne va pas être en sécurité. Donc là, c'est pour ça qu'il y a des arrêts de bus en rouge, vous voyez ici, et certains sont en vert. Donc là, c'est juste là. Donc, déjà, quand nous, on manque un arrêt, là, c'est de revenir, c'est difficile, mais pour eux, c'est une obligation de descendre seulement dans un certain nombre d'arrêts très limités. Donc là, on essayait de vraiment dire, est-ce que je peux faire un déplacement multimodal, de sortir de chez moi et aller prendre le bus. Donc là, on a fait ces critères d'accessibilité des arrêts aussi pour le bus.
Et à Québec, évidemment, il n'y a pas tant de lignes qui ont cette disposition de descendre au niveau de trottoir. C'est vraiment quelques métrobus qui ont ça pour l'instant. Mais il y a un plan de faire partout à Québec. Donc les projets, quelques projets en cours encore avec mes étudiants, là, on continue avec cette mesure d'interaction de personnes avec l'environnement et aussi développer des instructions adaptées, c'est-à-dire vocalement, on avertit les gens au niveau des risques ou des inaccessibilités qui pourraient être présentes dans l'environnement. Il y a une grande équipe quand même, quelques-uns de mes étudiants, plus une équipe de génie. On travaille, on a promis qu'on va avoir un système de navigation intérieure au CASO, premier étage, et tout ça. Donc là, on est en train de vraiment, on a eu après 4 mois la permission de coller de quoi sur les murs. Donc là, on va avoir une application qui va rouler pour nous amener à nos bureaux sans se perdre. Je fais toujours blague, je suis arrivé en 93 au CASO et je ne sors plus. Donc là, c'est ça. Donc là, un jour, je vais trouver à Et Reyhaneh, son projet est sur le détour. Je pense que ce mot détour, c'est marquant à Montréal et maintenant à Québec. Si Tramway devient un vrai projet, évidemment, on va avoir ça partout. Mais on a déjà suffisamment, je dirais. Donc là, on essaye de voir tout cet élément dynamique. Et c'est non seulement en fait, les détours, évidemment, des applications offres, mais dans certains cas, en fait, l'enjeu de ces projets-là, c'est que on met des cons orange et tout simplement on dit, OK, ici c'est bloqué, ce côté de la rue, vas-y de l'autre côté. Donc là, il n'y a aucunement cette considération d'accessibilité pour des personnes âgées ou des personnes en chaise roulante. Donc déjà, nous, deux fois, on a des problèmes pour déjà ça. Pour les géomaticiens, ceux qui sont des géodésiens, c'est sûr que acheter un récepteur à 20 000 et positionner à 2 cm ou même quelques millimètres, là, ça se fait. Mais comment on peut avoir accès à des positionnements précis avec nos téléphones? Vous voyez ici, on a fait un tracé de comment la position de la personne peut être assez précaire avec des téléphones. Là. Et ici, c'était RTK, évidemment, on est sur la ligne. Donc là, RTK, ça coûte cher. Si on avait chacun un RTK dans nos téléphones, ça aurait été bien. Donc là, on regarde un petit peu cette problématique de positionnement au niveau plus démocratisé, là, que chacun puisse avoir ça, parce que ça, c'est un enjeu dans le sens de navigation et guidage, parce que des fois, votre point GPS c'est rendu de l'autre côté de l'intersection et vous n'êtes pas arrivé et votre téléphone dit n'importe quoi, en fait. Parce que les instructions sont liées au positionnement. Donc là, on a aussi des projets dans ce sens dans notre équipe. Donc en gros, quelques remarques. L'interaction humaine-environnement est au cœur de mobilité inclusive. C'est sûr qu'on considère les facteurs personnels pour voir comment on peut se déplacer de façon plus efficace dans l'environnement et plus sécuritaire. Et aussi, en fait, l'effet que le cumul de ces informations-là pourrait nous aider à faire des recommandations aux villes, identifier des zones plus problématiques pour prioriser des interventions des autorités de ville pour améliorer l'accessibilité. Côté des données, évidemment, c'est toujours problématique de dire non seulement avoir les données à l'échelle, mais aussi de traiter et les mettre à jour. Ces robots-là, ça m'intéresse éventuellement d'en acheter un. Évidemment, on est dans l'ère des capteurs et des choses qui deviennent encore accessibles, donc ça nous permet d'amener des données plus précises, plus à jour pour ce genre d'application. Donc l'intelligence artificielle, c'est sûr que déjà ça nous affecte et ça permet d'aller plus loin dans ce genre de développement. Et que tout ça, ça tombe sous le chapeau de jumeaux numériques, capteurs, acquisition de données, automatisation de traitement. C'est sûr que ce genre de concept, ça s'applique à tout, spécifiquement aussi pour la mobilité qu'on va poursuivre. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, Mir Mostafavi, pour cette présentation. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions également, s'il y en a dans la salle. Donc, questions, commentaires, confessions. S'il n'y a pas... oui, passez-moi. Il est déjà ouvert. J'ai compris pourquoi tu es très souvent dans ton bureau au CASO, c'est que tu n'arrives pas à en sortir. Tu en as parlé dans tes remarques finales. L'accessibilité, il y a un peu un nouveau domaine de l'ingénierie de l'accessibilité qui se développe, surtout dans les milieux urbains où il y a une plus grande densité de population. Mais comment les technologies, celles qu'on a vues tout à l'heure, des robots, robotisation, puis des moyens de déplacer des robots, non pas avec des roues, mais avec des pattes, comment ça peut améliorer la condition de personnes à mobilité réduite pour passer au-delà de petits obstacles qu'on retrouve fréquemment en milieu urbain. Excuse-moi, j'ai manqué une partie. Non, c'est que tu pensais tu pensais à ton bureau, comment je vais faire. Non, comment la première présentation, tu en as parlé dans tes remarques finales, le développement des robots, de la robotisation, puis aussi des techniques de déplacement différents. Tu as parlé beaucoup des personnes à mobilité réduite qui sont en fauteuil roulant. Comment les techniques de déplacement avec des pattes, ce que l'on a vu tout à l'heure, qui permet d'aller de passer outre des petits obstacles, là, juste le petit dénivelé là, de la scène à l'avant qui est à peu près 6 à 8 pouces. Comment cela pourrait, ces nouvelles techniques pourraient apporter des sources ou des nouveaux travaux là, dans ton groupe de recherche et le développement des technologies qui visent à améliorer la vie courante des personnes à mobilité réduite. Bien sûr. Donc, ça c'est, évidemment, là, je disais, je vais acheter, j'y pensais là, parce qu'il y a un FCI en plus. C'est que, c'est sûr que dans des conférences, quand je participe à ce genre d'application, il y a toutes sortes de technologies. En fait, il y a, par exemple, pour des personnes non-voyantes, il y a des capteurs qui sont attachés à des cannes et que la personne, quand il se déplace, là, c'est-à-dire, c'est un peu comme le robot, en fait, dans le sens que la personne surveille vraiment l'environnement très proche avec des capteurs qui sont attachés à sa canne. Mais aussi, il y a un GPS et le cheminement, donc il y a une combinaison de ces deux-là. Moi, quand j'ai vu ça en termes d'acquisition de données, c'est sûr que c'est quelque chose que, comme je disais, en termes d'amener ça à l'échelle, c'est un problématique, et la mise à jour, c'est un problématique. C'est ce qu'il mettait en avant en termes de dire, ok, ce robot-là peut être autonome et qu'on peut le laisser aller acquérir des données. Ça m'a marqué comme commentaire là, de dire comment ça peut aider. Mais sauf en même temps, vous voyez, l'adaptation d'un auto, c'était toujours une question pour ces gens-là. Donc là, avec des véhicules autonomes, déjà au CIRIS, on commence à penser que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on a fait pour adapter, mais là, ça sera plus une autre chose, là, c'est-à-dire ça va changer notre perspective de la technologie, ça sera plus, disons, encore adapté et qu'il y aura moins d'intervention de la personne en termes de conduite, supposons. Donc ça aide grandement justement pour ouvrir la porte pour ces gens-là dans leur question de mobilité. Mobilité adaptée, maintenant il faut, supposons, pourquoi c'est important dans le sens de dire, ok, la planification d'un trajet, là, nous on le fait supposons si on ne connaît pas, on le fait sur place. Là. Il y a des gens comme ça qui veulent se déplacer et qui appellent 3 jours en avance. Moi, je vais aller manger avec mon ami au McDo. Donc là, c'est vraiment toute une planification. Des fois, il n'y a pas de service suffisant. Donc là, tu oublies ça pour sortir. Donc imagine un jour si cette technologie-là, finalement, était accessible et qui venait te chercher. Donc c'est sûr qu'il y a vraiment les technologies convergent pour rendre ces déplacements plus accessibles. En complément, peut-être pour répondre sur les robots, un truc dont on n'a pas jasé
dont on n'a pas jasé avant. Mais je me disais que ça pouvait être intéressant dans le cadre de projets comme Détour, vu que le présentateur ce matin, par exemple, nous parlait de Pomerleau, là on s'en vient peut-être sur un chantier de tramway qui va durer pendant des années, souhaitons-le en tout cas c'est ma position. Mais on pourrait très bien imaginer que dans le cadre de tous les détours qui doivent être mis en place, on puisse aussi avoir des cartographies de détours, par exemple, pour pouvoir voir si ça a été bien fait pour être accessible ou si ça pourrait être amélioré. C'est une idée. Exactement. Oui. Donc, je me demandais, comme il y a un besoin qui se dessine clairement au niveau des données, est-ce qu'il y a une réflexion qui est entamée sur les normes d'acquisition de données, communication avec les municipalités pour, entre autres, les détours, les enjeux de mobilité? Est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce que l'OGC est mêlé à ça? En fait, c'est ce que je pourrais dire. Actuellement, là, il y a une organisation de standards d'accessibilité Canada. En fait, ils financent des projets actuellement. Là, on a eu un projet qui vient de finir. Ce projet s'appelait Détour. Et là, l'objectif de ce projet, en fait, je m'excuse, c'était pas le Détour, c'était Parcours. Le projet s'appelait Parcours et ça vient d'être fini. Mais là, l'idée, c'était de revoir les standards. Et en fait, et dans le même ordre d'idée, quand on regarde plutôt au niveau communautaire, là, des fois, c'est comme il y a plein d'OBNL autour de ces sujets-là et que les gens ordinaires se sont défini quelques normes, supposons ils vont aller, c'est très limité, disons. Vraiment, ils vont se promener à Vieux-Québec pour dire à chacun des restos, si vous avez des possibilités, supposons juste mettre un rang en bois temporaire, là, on va vous donner un genre de certification d'accessibilité sur votre, disons, vitre de fenêtre. Donc là, il y a vraiment toutes sortes d'activités dans les villes maintenant. Véronique est là, peut-être tu pourrais confirmer. Il y a vraiment un département qui regarde ces éléments d'accessibilité, mais c'est sûr qu'en termes de données, pour l'instant, en fait, les gens qui regardent les standards sont plus de domaines, je dirais, sciences sociales, ou des gens qui ne sont pas trop spécialistes, disons, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, les détails, les données, tout ça. Et aussi, juste pour dire qu'une expérience que j'ai vécue en termes de recherche différente, dans le sens, c'est ce que je faisais pendant 10 ans en géomatique, mais qu'on simulait, je ne sais pas, l'inondation ou d'autres choses, c'est que les gens dans ces domaines-là attendent la solution comme demain. Ils sont très pressés et en même temps, ils veulent que ça soit simple, que ça soit utilisable. Donc, utilisabilité des outils, là, c'est vraiment une grande importance qu'il y a. Et que dès qu'on parle des niveaux, des détails, des algorithmes, ils ne veulent rien savoir. Je veux ma solution et simple. Donc, c'est ça qui est en jeu aussi. Une municipalité serait intéressée, mettons, à l'application ou à... Est-ce que la définition des efforts a été comme calculée ou on serait capable de répondre à une ville des Trois-Rivières en fonction du nombre d'habitants? C'est quoi les efforts d'aller chercher la donnée pour pouvoir intégrer cette application-là dans sa ville? Honnêtement, je veux dire, c'était une question pour un peu définir ça. Actuellement, on a un projet qui est accès et avec le ministère de l'Innovation, MEI. Et là, c'est la ville de Victoriaville et Lisée. Là, on a vraiment une entente de mise en échelle. Donc, ça sera une première expérience d'ouvrir l'application, d'abord vers des gens, des utilisateurs, pour disons, un premier test plus public. Et aussi, voir vraiment ce qui prend comme effort. Comme je disais, c'est là qu'on a parlé de l'IA, plutôt pour la partie ingénierie de là. Donc, l'acquisition, je connaissais le groupe Triffic, donc là, c'est une question de quelques jours là, pour complètement couvrir une ville de cette taille-là. Et évidemment, le traitement, c'en est un blocage qu'on a dans le sens de l'automatisation et la mise à jour. C'est-à-dire ces deux enjeux de grand effort qu'on a besoin de mettre pour dire que
qu'on pourrait vraiment fournir les données et l'information. Et ça, c'est sûr qu'en termes de paramètres, on a beaucoup de paramètres à mesurer. Là. On pourrait aller de la base des choses qui ne bougent pas jusqu'à des choses qui bougent à chaque moment. Donc ça, ce sont des choses qui sont visées. Ça va nous donner, je dirais, un premier aperçu de si on voulait faire Montréal, qu'est-ce qui se passe. Bien, Mostafa Havi, professeur donc au département de sciences géomatiques, merci beaucoup.